Remaniement ministériel limité annoncé ce soir par l'Élysée. Roland Dumas remplace Claude Cheysson aux relations extérieures. Madame Georgina Dufoy devient porte-parole du gouvernement tout en gardant le portefeuille des affaires sociales. Et Gilbert Trigano, le patron du Club Méditerranée, devient délégué du Premier ministre chargé des nouvelles formations. Nouvelle-Calédonie, les barrages indépendantistes pratiquement tous levés, sauf à Tio, à Nouméa, manifestation des anti-indépendantistes à l'occasion du retour du président du gouvernement Dick Ukwewe. En Inde, le président d'Union Carbide arrêté puis libéré à Bhopal, où les victimes de la fuite de gaz toxique continuent de mourir. L'avion koweïtien et ses otages détournés il y a 5 jours, toujours immobilisés à Téhéran, le président Reagan accuse l'Iran de mauvaise volonté. 2 des otages abattus étaient américains. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 jours après l'annonce à Dublin par le président Mitterrand de la nomination de Claude Cheysson à la Commission de Bruxelles, un remaniement ministériel limité a été annoncé en fin d'après-midi par le secrétaire général de l'Élysée. Comme prévu, c'est bien Roland Dumas, jusqu'ici ministre des Affaires européennes et porte-parole du gouvernement, qui succède à Claude Cheysson au Quai d'Orsay. Écoutons le secrétaire général de l'Élysée faire l'annonce de ce premier remaniement du gouvernement Fabius. Conformément à l'article 8 de la Constitution et sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé ministre des Relations extérieures M. Roland Dumas en remplacement de M. Claude Cheysson, ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, Mme Georgina Dufoy. Ministre de la Culture, M. Jacques Lang. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du budget et de la consommation, M. Henri Emmanuelli. Secrétaire d'État auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des Affaires européennes, Mme Catherine Lalumière. Par ailleurs, le Premier ministre a informé le Président de la République de sa décision de nommer auprès de lui M. Gilbert Trigano en qualité de délégué du Premier ministre chargé des nouvelles formations. Si l'arrivée de Roland Dumas aux relations extérieures ne crée pas vraiment la surprise, 2 nominations retiennent l'attention. Celle de Mme Georgina Dufoy, dont les qualités reconnues de communication pourront s'épanouir dans son nouveau rôle de porte-parole du gouvernement, et aussi celle d'un patron de choc, le grand promoteur des loisirs des Français, Gilbert Trigano, qui devient délégué du Premier ministre. Leur portrait par Dominique Laury, Martine Gilson et Patricia Charnelet. C'est presque devenu un lieu commun d'affirmer que Roland Dumas tient une place à part dans l'équipe ministérielle. Ministre des Affaires européennes depuis décembre 1983, puis porte-parole du gouvernement après les élections européennes, il était surtout considéré comme l'homme des négociations secrètes. Il va donc au grand jour réaliser ce qu'il faisait jusqu'à présent dans l'ombre. Discret sur ce chapitre, il se borne à répondre: le président m'a fait l'amitié de me confier quelques missions délicates. L'amitié, le mot est lancé. Roland Dumas se montre plus prolixe quand il évoque ses relations avec le président de la République. Je suis aux côtés de François Mitterrand depuis plus de 40 ans, dit-il. Certains vous appellent monsieur le vice-président, ça vous choque? C'est exagéré. Si pendant des années sa vie c'était le barreau et de célèbres affaires, c'est aussi la résistance, le journalisme, le militantisme à la FGDS, puis au PS. Il fut 3 fois député avant d'entrer au gouvernement. Et pendant toute cette longue période, toujours aux côtés de François Mitterrand. Cette sensibilité commune à l'égard des problèmes qui agitent le monde permettra-t-elle d'éviter, en politique étrangère, certains dérapages constatés récemment? 24 heures après avoir démontré que la sécurité sociale se portait bien en 84, Georgina Dufoy monte au filet. 4 enfants, issus de la bonne bourgeoisie protestante, c'est l'atout charme du gouvernement Fabius. Il se trouve que j'ai la chance, ça c'est des chances qu'on reçoit pratiquement à la naissance, d'être complètement dépourvue d'ambition personnelle. Ça me donne une liberté qui est une liberté fantastique, et c'est peut-être pour ça que je suis heureuse aussi. Et quand je me fâche très très sec. Mais en règle générale, je ne suis pas vraiment autoritaire. Mettons que
pour être peut-être plus positif, je crois que j'ai de l'autorité. Qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point? La médiocrité. La médiocrité, le mensonge, les choses qui sont pas nettes, quoi. Vous êtes diplomate? Peut-être pas terrible. En tout cas, si la première femme porte-parole du gouvernement en France ne veut pas échouer, elle ne devra commettre aucun impair. La mission confiée à Gilbert Trigano lui convient bien. Il devra donc développer les nouvelles formations comme l'informatique, la bio-industrie, les faire connaître aux jeunes et pourquoi pas susciter des créations d'emplois. Déjà, dans son entreprise, le Club Méditerranée, ce fougueux patron de 64 ans avait initié des milliers de Français aux ordinateurs. Chargé en 1982 d'une expérience de vacances pour des adolescents de quartiers en difficulté, il s'était alors passionné pour tous les problèmes de formation. Lui qui n'a aucun diplôme, il avait ces dernières années alerté les pouvoirs publics sur la nécessité d'introduire l'informatique à l'école. Rejetant l'étiquette de socialiste, Gilbert Trigano a toujours déclaré qu'il était prêt à travailler pour n'importe quel pouvoir à condition que ce soit vers le futur. Le voici aujourd'hui membre du club Matignon, à lui de prouver qu'il peut y agir aussi concrètement que dans son entreprise. À noter aussi la promotion de Jacques Lang, qui retrouve à la culture le rang de ministre, et le passage de Madame Lalumière de la consommation aux affaires européennes. En Nouvelle-Calédonie, la situation évolue favorablement vers un retour au calme, c'est ce qu'affirme le Haut Commissariat de la République, puisque la plupart des barrages érigés dans l'île par les militants indépendantistes sont maintenant levés. Le retour à Nouméa du président du gouvernement local, Diku Kewe, a pourtant été l'occasion tout à l'heure à Nouméa d'une manifestation de force et de détermination de la part des anti-indépendantistes. Sur place, Jean-Michel Mercurol et Henri Gallet. Pour le retour à Nouméa de Diku Kewe, président du gouvernement légal, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées. L'occasion pour les anti-indépendantistes de dénoncer le sectarisme et l'incompréhension dont ils seraient victimes à Paris. Nous sommes de la race des gens qui ne trahissent pas, s'est écrié Diku Kewe. Nous voulons rester français, monsieur le président de la République. Nous voulons édifier une société multiraciale de justice, de paix et de fraternité. Jacques Lafleur, député RPCR, a ensuite demandé une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des événements. Mais il en aura surtout remarqué le maire de Nouméa battre le rappel au cas où l'ordre, je cite, ne serait pas très vite rétabli. C'est à Tio, cette bourgade à l'est de l'île, investie depuis plus de 2 semaines par les militants kanaks, que la situation reste la plus tendue. Les barrages n'y seront levés que lundi en principe. Patrick de Carolis et Philippe Peter se sont rendus sur les lieux. Cet homme, c'est Éloi Machoro, ministre de la Sécurité du gouvernement provisoire. C'est l'indépendantiste le plus décidé des leaders du Front de Libération Kanak. Il est parmi les militants indépendantistes le plus redouté et sans doute le plus haï de la communauté européenne. Éloi Machoro se méfie d'ailleurs de tout le monde, et en particulier des hommes politiques, quel que soit leur bord. Si aujourd'hui les consignes de Jean-Marie Tjibaou ont été suivies des faits sur la quasi-totalité du territoire, Éloi Machoro, pour sa part, a décidé de maintenir les 3 barrages qui entourent Thio, et cela jusqu'à ce qu'il obtienne des précisions sur la façon dont est menée l'enquête concernant la tuerie de Yengen. Nous sommes en train de lever les barrages. Nous le faisons progressivement. Pour le moment, nous permettons la libre circulation à l'intérieur de la commune. Et d'ici lundi, on va ouvrir les accès de la commune à la circulation. Pourquoi attendre jusqu'à lundi? C'est parce qu'il y a quand même le fait qu'il y ait eu 11 Kanaks qui ont été tués d'un coup dans un coup de main. Quel est l'état d'esprit de vos hommes aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont scandalisés par ce qui se passe, mais ils n'acceptent pas la mort, le traquenard dans lequel les camarades de leurs frères de Yengen ont été attaqués. Le combat de l'indépendance, elle a déjà duré un moment et elle va continuer encore à durer. On commence à avoir l'habitude de ce genre de choses.
Vous ne voyez pas de solution à moyen terme? Pour ce qui concerne l'indépendance du pays, il n'y a pas de... Le gouvernement cherche toujours la troisième voie, mais il n'y a pas de troisième voie. Et il n'y aura jamais de troisième voie parce que cette troisième voie, nous ne l'accepterons jamais. On prend conscience de notre identité, de plus en plus conscience. Et à l'heure actuelle, on est encore modérés, nous les vieux, ceux qui avons passé un certain âge. Mais les jeunes, nous pensons que les jeunes, plus tard, ça va être beaucoup plus dur, il y aura moins de discussions. Un autre membre du gouvernement proclamé par le Front de Libération Kanak annonce, lui, des représailles après la fusillade d'Yengene qui a finalement fait 10 morts, tous Kanak. En escale aujourd'hui en Australie, avant de venir à Paris, il annonce une chasse aux coloniaux, selon son expression. Les problèmes de la sécurité en Corse, à l'ordre du jour. Ce soir à Ajaccio, le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe s'entretient sur place avec les différents responsables. 4 mois après le départ des ministres communistes du gouvernement, le secrétaire général du parti, Georges Marchais, s'est livré hier soir à la Mutualité à Paris à une attaque en règle de la politique du gouvernement. S'en prenant au chef de l'État, à Laurent Fabius et à quelques-uns de ses ministres, Georges Marchais a aussi attaqué les chaînes de télévision, surtout Antenne 2, coupable selon lui d'avoir donné la parole au mystérieux Jean Fabien. Dominique Laury était hier soir à la Mutualité. Rien n'a trouvé grâce aux yeux de Georges Marchais hier soir. Ni la politique du gouvernement qui, selon le secrétaire général, aggrave les inégalités et augmente le nombre de chômeurs, ni le président de la République accusé une fois de plus de se comporter en monarque, ni le Parti socialiste qui, dit-il, accepte la fatalité de la crise, ni la télévision nationale qui est, selon lui, grossièrement anticommuniste. Mais revenons en premier lieu à l'analyse de la politique actuelle. Le premier et le plus grave des problèmes posés, c'est l'emploi. Il va reculer de 1,2% en 1984 pour l'ensemble de l'économie et encore plus pour l'industrie. Tous les indices révèlent la gravité des problèmes. Le rythme de l'inflation s'est ralenti, mais l'objectif initial du gouvernement de ramener la hausse des prix à 5% ne sera pas atteint. Le déficit du commerce extérieur reste élevé et le pays est gravement endetté. Et aujourd'hui, le fait est là. La France compte plus de chômeurs qu'avant 1981. Les inégalités se sont accrues. L'économie s'est affaiblie et c'est sur cette même lancée que le gouvernement socialiste continue de conduire le pays. Puis Georges Marchais évoque ce qu'il appelle le temps des illusions. C'était bien une illusion de croire qu'il suffirait de déposer son bulletin dans l'urne pour que le changement prenne corps de lui-même. C'était bien une illusion d'imaginer qu'on pourrait résoudre les graves problèmes du pays, vaincre la crise, sans aller au bout des réformes profondes, indispensables que nous proposions. C'était bien une illusion de s'en remettre à un homme pour régler tous les problèmes. Bref, des attaques tous azimuts, y compris, on l'a dit, à l'égard des radios et de la télévision, devenues, ajoute-t-il, la caisse de résonance des ragots anticommunistes. Au bout du compte, selon Georges Marchais, les communistes sont attaqués de toutes parts parce qu'ils sont les seuls aujourd'hui à avoir raison. L'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, est désormais parti. C'est le retour à la vieille politique de la guerre froide, la politique du repli dans la citadelle assiégée. L'affaire Jean Fabien fait du tort au courant rénovateur qui agite le parti. C'est la conviction de plusieurs observateurs qui y voient l'occasion pour la direction d'en appeler à la solidarité des militants et à leur réflexe d'autodéfense. C'est la conviction aussi de l'un de ces rénovateurs qui a choisi de s'exprimer tout à l'heure à visage découvert à Antenne 2 Midi. Jean-Loup Anglander, le maire de Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Écoutons-le.
Le débat est entamé dans le Parti communiste. Je souhaite qu'il prenne une grande ampleur parce que je pense que le 25e congrès, au mois de février prochain, est celui de la dernière chance pour le Parti communiste, un Parti communiste important dans notre pays. Vous pensez qu'il aura lieu réellement ce débat comme vous le réclamez, ou vous pensez qu'il peut être escamoté encore entre-temps? Il a lieu dans le Parti communiste et ce que je souhaite, c'est que mes camarades ne s'endorment pas et ne fassent pas simplement bloc autour d'une direction qui par ailleurs est discréditée. Ils ne fassent pas bloc à la suite d'opérations télévisées comme celle de jeudi soir. Il y a beaucoup d'analyses justes dans ce qu'a dit hier soir Georges Marchais. Simplement, il serait beaucoup plus cru s'il n'avait pas dit l'inverse sur beaucoup de points il y a quelques mois. Et je pense donc que le débat qui existe dans le parti, c'est pour surmonter ce genre de difficultés. Les négociations patronat-syndicat sur l'adaptation des conditions d'emploi reprendront lundi prochain. Le CNPF a annoncé aujourd'hui ses propositions pour cette 13e réunion en plaçant la barre très haut. Le patronat envisage entre autres la mise en place de délégués du personnel et du comité d'entreprise 2 ans seulement après le dépassement des fameux seuils de 10 ou 50 salariés, alors qu'actuellement ils doivent être mis en place immédiatement. La CFDT et la CGT ont déjà fait savoir qu'en l'état, ce texte n'était pas acceptable. Fin de la visite officielle en France du Premier ministre israélien Shimon Peres. Une visite qui s'est déroulée dans un climat très chaleureux, souligne-t-on, et qui s'est terminée par une conférence de presse de M. Peres. Jean-Marc Ilouz. Le protocole n'exigeait nullement l'inhabituelle visite qu'a rendue ce matin François Mitterrand au Premier ministre israélien pour un déjeuner à la résidence de l'ambassadeur d'Israël. Un déjeuner bien dans la note de ce que M. Shimon Peres a qualifié d'accueil extraordinairement chaleureux de la France. Première conclusion des entretiens franco-israéliens, la diplomatie française peut contribuer à faciliter les négociations sur le retrait israélien du Sud-Liban. Parce que la France a les liens historiques avec le monde libanais, et parce que la France a aussi les liens importants avec les Syriens, et quand nous parlons sur un arrangement qui n'est pas formel, je pense que la diplomatie française peut jouer vraiment un rôle pour résoudre les problèmes libanais d'une façon pragmatique, pas formel, mais immédiat. En ce qui concerne l'achat à la France de 2 centrales nucléaires, Israël prendra sa décision en fonction de critères économiques et non pas politiques. C'est ce que M. Peres a déclaré tout à l'heure à la radio israélienne. Pour les otages prisonniers depuis 5 jours à l'aéroport de Téhéran des pirates de l'air qui ont détourné un avion koweïtien, l'angoisse continue. 8 passagers, 8 Pakistanais ont été libérés tout à l'heure en échange de la diffusion d'un message des pirates qui confirme que parmi les 5 passagers qu'ils ont abattus, il y avait bien 2 Américains. Le président Reagan, dans une conférence de presse tout à l'heure, a dénoncé le manque de coopération des autorités iraniennes sans pourtant faire état de preuves de collaboration avec les pirates de l'air. Il s'agirait en fait de Libanais, de chiites extrémistes du Parti de Dieu dont on suppose qu'il est soutenu par l'Iran. Isabelle Béchler. Ce soir encore, à la tombée de la nuit, comme hier, les 4 pirates de l'air ont libéré des otages, au hasard, arbitrairement, parce que certains d'entre eux leur semblaient plus sympathiques que d'autres. Peut-être comme hier, parce que les femmes et les enfants ont su entamer leur effroyable détermination. Mais ce soir, après la libération de 8 Pakistanais, 49 personnes, dont 8 membres d'équipage, sont encore dans l'avion, condamnées à mort en sursis, otages finalement des luttes de pouvoir au Moyen-Orient. 5 ou 10 minutes après le décollage de l'escale, nous étions installés en seconde classe. J'ai vu de la fumée. Au même moment, plusieurs hommes sont sortis des toilettes, armés de pistolets et de grenades. Nous étions en train de manger. On n'a pas compris ce qui se passait. Ils nous ont tous fait mettre les mains en l'air. C'était le souvenir d'un otage pakistanais libéré hier. Une 5e nuit d'horreur commence donc pour les 49 otages dont le sort balance entre des autorités koweïtiennes toujours pas décidées à faire un geste et des Iraniens qui ne demandent peut-être qu'à mettre en difficulté le Koweït, leur ennemi par procuration.
Le président d'Union Carbide a connu pendant quelques heures la prison indienne. Arrivé ce matin à Bhopal, où le gaz toxique échappé de son usine continue de tuer, Warren Anderson a été appréhendé puis libéré sous caution. Il n'y a pas de nouveau bilan officiel du nombre des victimes. Hervé Brusini. À l'aéroport de Bhopal, une foule silencieuse l'attendait. Lui qui est pour eux le responsable de toute cette catastrophe, Warren Anderson, le président d'Union Carbide, venu aider, avait-il dit, la population. Mais coup de théâtre, une voiture de police, des hommes en armes, Anderson a tout de suite été arrêté, inculpé d'homicide par négligence criminelle. Au même moment, aux États-Unis, un directeur de l'Union Carbide avouait pour la première fois « Des systèmes informatiques d'alerte existent bien chez nous, mais pas à Bhopal, à cause du manque de pièces détachées. » Quelques heures plus tard, paiement d'une caution de 2500 $, soit moins de 2500 francs, Anderson était libéré. De leur côté, les autorités locales niaient avoir fait l'objet de quelque pression que ce soit. Dans les rues de Bhopal, un seul cri, Anderson doit être pendu. Partout, la souffrance continue. Des milliers d'enfants, orphelins, errent à la recherche d'un peu de nourriture. D'autres pleurent les parents qu'ils viennent d'incinérer. La psychose du gaz mortel gagne maintenant le Brésil et l'Europe. À Rio de Janeiro, le gouverneur a interdit le débarquement de 13 tonnes de gaz indien fournis par Union Carbide pour une fabrique de pesticides locale. Quant à la firme ouest-allemande Bayer, qui produit du gaz de même type en Belgique, près d'Anvers, elle affirme que les conditions de sécurité y sont très sûres. En Italie, en Calabre, début de panique ce matin à Siderno, où une citerne de gaz a explosé. Les dégâts sont heureusement limités. Nouvel attentat au Pays basque espagnol, cette fois contre l'armée. Un convoi de 3 véhicules militaires a été atteint par une explosion. Un lieutenant a été tué et 7 soldats blessés. La nuit dernière à Bilbao, attentat contre un concessionnaire Renault, attentat qui n'a fait que des dégâts matériels. Le veau aux hormones. Vous vous en souvenez, l'abus d'hormones pour engraisser les veaux avait fait l'objet il y a 4 ans d'une campagne réussie des organisations de consommateurs pour boycotter la consommation de viande de veau. La loi qui interdisait l'utilisation de ces substances anabolisantes, loi votée l'été dernier, a été remplacée par un nouveau texte qui a pour but de mieux contrôler leurs conditions d'utilisation. Seuls les vétérinaires seront habilités à administrer le produit au veau. Il n'y a donc plus d'interdiction totale. Ève Mettet. C'est aujourd'hui évident, nous mangerons tous du veau aux hormones. Ainsi en a décidé la loi qui va entrer en application dans quelques jours et qui autorise l'usage des hormones dans l'élevage du veau. Oui, mais attention, pas toutes les hormones. La loi fait la différence entre les hormones naturelles qui seront désormais autorisées et les hormones artificielles réputées dangereuses qui restent interdites. Cette loi, c'est l'aboutissement de la longue guerre du veau. 1976, la loi Sérac interdit l'usage de tout anabolisant. 1980, l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs, dénonce l'usage frauduleux d'hormones et lance le boycott du veau. La consommation de veau en France chute de 40%. Le boycott est aujourd'hui bien loin, la consommation de veau a remonté, même si la seringue va toujours autant bon train avec la nouvelle réglementation. Elle fonctionnera donc en toute légalité. Il n'était pas réaliste économiquement d'interdire toutes les substances anabolisantes dont font partie certaines hormones, dans la mesure où ces substances anabolisantes favorisent la croissance parce qu'elles permettent de mieux utiliser les aliments. Depuis la loi votée au mois de juillet 1984, on dispose d'un appareil réglementaire qui nous permet de faire le tri et de mettre sur le marché aujourd'hui des substances qui garantissent la sécurité pour le consommateur. Réalisme économique contre militantisme consommateur. Un nouveau boycott lancé par l'UFC aujourd'hui aurait certainement très peu de chances d'être autant suivi que celui de 1980. Il faut bien se faire une raison. Nous mangerons aujourd'hui tous du veau aux hormones et en toute sécurité.
Verdict ce soir dans l'affaire Debrielle. La cour d'assises de Rennes doit décider ou non de laver Daniel Debrielle de toute participation à un hold-up à Deauville qui lui avait valu d'être condamné à Caen à 12 ans de réclusion criminelle. Paul Lefebvre. Ce jour-là, 6 janvier 81, Daniel Debrielle était monté sur le toit de la prison de Châteauroux. Une fois de plus, il voulait faire savoir qu'il était innocent et qu'on l'avait mal jugé. 5 septembre 75, hold-up à main armée dans un pré-gynique de Deauville par 2 hommes. L'un, Richer, retrouvé avoue. L'autre, Jurquet, parvient à s'échapper et ne s'accusera qu'en 81, aveux vérifiés qui ont d'ailleurs motivé l'arrêt d'annulation de la Cour de cassation. Mais entre-temps, Debrielle, reconnu par erreur par les témoins, et malgré les déclarations du premier des 2 coupables, Debrielle a été condamné sans qu'on tienne compte de ces dénégations, sans qu'on tienne compte non plus du fait que le jour du hold-up, il avait le bras dans le plâtre. Mais il avait aussi mauvaise réputation à l'époque, et sans doute était-il au courant du projet, complicité éventuelle pour laquelle, de toute manière, il a déjà passé plusieurs années en prison. Pour les jurés de Rennes, cette complicité sera sous-pesée, mais ils auront aussi à constater l'une des réinsertions les plus réussies. Debrielle, l'ancien voyou, est devenu, depuis sa sortie de prison, Monsieur Debrielle, un honorable commerçant pâtissier de Châteauroux, qui n'a jamais rechuté et qui prend aujourd'hui le risque de faire revivre son passé et surtout les rumeurs pour obtenir justice. Le verdict doit intervenir ce soir. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy a examiné aujourd'hui la demande de mise en liberté de Bernard Laroche, inculpé de l'assassinat du petit Grégory et emprisonné depuis plus d'1 mois. Elle ne statuera que le 14 décembre prochain. Place au sport maintenant et d'abord au ski. Dans le supergéant de Puy-Saint-Vincent, victoire du Suisse Pirmin Zurbriggen, le vainqueur de la dernière Coupe du Monde. Distance le luxembourgeois Marc Girardelli de près d'1 seconde sur ce parcours de 2665 mètres pour une dénivellation de 565 mètres. Déception côté français puisque les 9 Français s'échelonnent entre la 26e et la 71e place. Au classement général de la Coupe du Monde, Girardelli est en tête, il devance de 18 points Zurbriggen. Demain, les mêmes skieurs se retrouveront à Puy-Saint-Vincent pour un slalom géant. Finale inattendue dimanche à l'Open d'Australie de tennis. Le tenant du titre, le Suédois Mats Wilander, rencontrera le Sud-Africain Kevin Curran, 22e joueur mondial. Demain, finale dames entre l'Américaine Chris Evert-Lloyd et la Tchécoslovaque Elena Suková, qui, vous le savez, a réussi l'exploit d'éliminer en demi-finale Martina Navratilova. Football, pour son 3e match qualificatif pour la Coupe du Monde 86, l'équipe de France recevra demain la République démocratique allemande. Henri Michel, le sélectionneur, fait confiance à l'équipe qui a battu il y a 3 semaines la Bulgarie. Un seul changement, Alain Giresse revient et remplace Genghini blessé. Un match déterminant avant la pause hivernale, un match que vous pourrez suivre demain à 20h30 en direct sur Antenne 2 en compagnie de Michel Drucker et Roger Piantoni. Lionel Chamoul. Le seul titre de l'équipe nationale de RDA, la médaille d'or olympique à Montréal en 1976. Sa victoire la plus symbolique, celle obtenue face à la RFA en Coupe du Monde 1974. Voilà pour les titres de gloire. Pourtant, la RDA est une équipe qui fait peur. C'est un football dur et physique qui réussit peu aux Français. Exemple en Coupe d'Europe des clubs, l'avantage est souvent allemand. Dernière victime cette année, Metz devant Dresde. Quant à l'équipe de France, elle n'a jamais battu cette équipe est-allemande. Demain au Parc, les Bleus seront favoris, standing oblige, mais les champions d'Europe se méfient. Comme à chaque fois que les équipes reçoivent, et notamment comme l'équipe de France est championne d'Europe, il est certain que les étrangers vont nous laisser faire le jeu, et il est certain que le grand risque quand on domine, on se découvre, ce sont les contre-attaques. Alors là c'est un problème, il faut rester très attentif derrière, que ce soit le libéraux, que ce soit les 2 autres joueurs qui restent au marquage, et ne pas laisser quand même trop d'espace. Ce cas de figure, les Français l'ont connu lors de leur dernière sortie face aux Bulgares. Et il a fallu un pénalty de Platini pour assurer la victoire. Un petit but, c'est tout, mais cela suffit. De toute façon, il faut dissocier les matchs de Coupe d'Europe avec les clubs, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. On n'a pas un handicap, à créer. Donc pour nous, 1-0, ça suffit, c'est les 2 points qui comptent. Déclaration platinienne, d'un réalisme à l'italienne. Il est vrai qu'en 84, les Français n'ont connu que des victoires, 11 au total. Une 12e face à la RDA serait l'assurance d'un grand pas vers la Coupe du Monde 1986. Rendez-vous donc demain soir à 20h30 sur Antenne 2 et l'analyse technique du match à 14h15 dans numéro 10 avec bien sûr Michel Platini.
Les pronostics de Pierre Edbrez pour le tiercé de demain à Saint-Cloud, le 16, le 6, le 2, le 4, le 22, le 15, le 21 et le 24. En voile, après 5 jours de course, Pierre Folenfant sur Charente-Maritime a pris la tête de la route de la découverte devant Philippe Poupon sur Fleury-Michon. Philippe Poupon a tenté dans la journée de faire route plus au sud afin de rechercher un vent plus fort. Vous voyez ici Charente-Maritime. Au classement, donc, premier Pierre Folenfant, deuxième Poupon, troisième Philippe Gentot, quatrième Mike Burke. Et maintenant, Brigitte Simonetta va nous parler du temps de demain. Et nous sommes encore dans un champ de haute pression, c'est la garantie d'une grande stabilité. Pas de précipitation, mais des brouillards très denses. Alors si vous êtes en voiture, faites attention, une mauvaise visibilité. Et comme il fait froid, le givre se développe, la chaussée peut être glissante. Sinon, regardez la photo satellite, rien de très nouveau. Il faut seulement surveiller de très près cette perturbation, car elle finira bien par descendre. Mais elle ne fera pas grand mal. En résumé, sur la carte de demain, des brouillards givrants donc sur la totalité du pays le matin, qui seront extrêmement lents à se dissiper sur la moitié nord. Enfin, après cette dissipation, ce sera du beau temps. Et puis une grande fraîcheur, 0 à -3 degrés cette nuit à l'intérieur du pays. Et demain, vers 15 h dans l'après-midi, de 7 à 12 degrés sur la moitié nord et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud. Demain, samedi 8 décembre, le soleil se lèvera à 8h30, se couchera à 16h54 et c'est la fête de l'Immaculée Conception. À 22h50, Jacques Segui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.